Ce que vous avez vu, c'est une augmentation phénoménale des impôts, une augmentation phénoménale des impôts locaux, des impôts fonciers. Vous avez vu une hausse de toutes sortes de taxes. Il y a un impôt qui est créé par jour depuis que Hollande a pris le pouvoir, mais c'est également le cas sous Sarkozy. Donc c'est un appauvrissement global, non seulement des Français, mais également des Italiens, des Portugais, etc. Toute planche à billets, toute utilisation de planche à billets se termine dans un bain de sang ou dans l'explosion du système politique. L'histoire est là pour nous le montrer. À ce journaliste allemand qui a publié un livre il y a à peu près un mois en Allemagne, qui s'appelle Verkaufte Journaliste ou je ne sais plus quoi, et qui explique que la quasi-totalité de la presse économique allemande est achetée par la CIA, et même politique. Voilà, donc bon. C'est QFD, il ne faut pas s'attendre non plus à des surprises étonnantes. Les Américains sont prêts à tout pour maintenir le privilège exorbitant, comme l'avait dit De Gaulle, d'imprimer de la monnaie de singe, des assignats. Il y a la grande différence entre 1792 et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, seule la France faisait des assignats, de la monnaie de singe, et maintenant c'est le monde entier quasiment qui fait de la monnaie de singe. Et donc tout ceci, c'est mécanique, c'est mathématique. Ça se terminera toujours dans un chaos économique sans nom. Donc dans ce cas-là, c'est un chaos mondial, si toutes les économies... Évidemment, c'est évident. Moi, je vous rappelle que chaque monnaie de singe a amené un dictateur au pouvoir. Quand les Allemands ont fait de la planche à billets sous Weimar, cela a amené d'abord la faillite de la fameuse banque Anstalt-Rothschild, qui a amené Hitler au pouvoir. Ce qui a amené Hitler au pouvoir, c'est la planche à billets. Oui, mais l'Allemagne, il ne faut jamais l'oublier. L'Allemagne s'est relevée après, dans les années 30, économiquement. Elle s'est relevée. Il y a eu moins de chômage, il y a eu moins de... il y a eu moins de chômage, si vous voulez. À partir du moment où vous avez une dictature, déjà, c'est vachement plus simple pour piloter un pays, vous voyez. Vous n'avez plus tellement de négociations à faire avec les partenaires sociaux, comme on dit. Donc c'est assez radical, oui, effectivement. Je veux dire, de toute façon, c'est un peu ça qu'il faudrait aujourd'hui en France, c'est clair. C'est une voie, bah oui, non mais c'est drôle, mais c'est évidemment qu'il a relevé avec une dictature, vous relevez un pays, forcément. Regardez la Chine. La Chine, qu'est-ce que c'était? C'était une dictature communiste. Ils se sont ouverts. La Chine s'est ouverte, mais c'est une dictature communiste, il ne faut jamais l'oublier. Même si c'est une dictature très souple, mais elle s'est progressivement assouplie. Mais n'oubliez pas la première chose que Hitler a faite quand il a commencé à envahir les pays européens autour, c'est foncer à la banque centrale pour piquer les stocks d'or des pays. Non, mais attendez, c'est vachement important ça. Et pourquoi il allait là-bas? C'est pour justement remplir sa banque centrale à lui, de remettre de l'or. Et pourquoi le pays a été relevé? Parce que là, je vais vous répondre directement, parce que ça, vous ne le savez pas. La période Weimar, où il y a où je raconte dans le livre, vous avez les gens avec des brouettes, etc. Vous entrez dans un restaurant, entre le moment où vous avez vous avez commandé votre plat et vous arrivez au café, l'addition a été multipliée par 2, grosso modo. C'est qu'à un moment donné, le gouverneur de la banque centrale allemande, quand il a obtenu finalement l'assouplissement du traité de Versailles, sur les paiements. Donc à ce moment-là, il a dit, nous on change de marque, on oublie le marque de Weimar et on va au Rentenmark qui est garanti par l'or. C'était un coup de bluff. Ils ont dit aux Allemands, voilà, on a une nouvelle monnaie, elle est garantie sur l'or. Du jour au lendemain, tout s'est remis en place. Quasiment. Parce que les Allemands ont repris confiance dans leur monnaie. Voilà la grande différence. Mais c'était trop tard de toute façon. Hitler avait déjà ses députés et n'oubliez jamais ça, le nombre de ses députés a augmenté de manière absolument dramatique après la faillite de la Creditanstalt. C'est très important. Les faillites de banques ont amené les dictateurs. C'est toujours comme ça. Les plus grands menteurs banquiers qui existent aujourd'hui sur cette planète s'appellent Goldman Sachs. Goldman, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme en or. Goldman Sachs. Goldman Sachs, vous savez que je suis cette activité bancaire depuis maintenant 6 ans, 7 ans. J'ai toujours vu Goldman Sachs dire à ses clients, n'achetez pas d'or. Mais que fait Goldman Sachs derrière les rideaux? Je vais vous donner 2 exemples très pratiques. Et ensuite, je vais vous donner 2 exemples pendant la guerre. Goldman Sachs a demandé l'or du Venezuela en garantie de prêt.
On dit on vous prête des centaines de millions de dollars, mais vous nous donnez vos lingots. Pour des banques qui vous disent l'or n'a aucun intérêt, je trouve ça bizarre qu'ils aillent demander leurs lingots quand même. Voilà. Et ensuite, comme vous l'avez vu dans le livre et dans la revue de presse, Goldman Sachs est en train d'acheter toute la Serbie. Et ils ont en particulier, là, ils sont en train de monter, ils prennent des participations dans la grande mine d'or de la Serbie qui en l'occurrence s'appelle Bor. Voilà. Donc vous voyez qu'ils vous disent l'or ça vaut rien, ne vous inquiétez pas, achetez des actions, alors que eux avec leur high frequency trading ils vous baisent littéralement, c'est le cas de le dire, désolé d'être vulgaire, tout le petit porteur, avec ils achètent 2 millions d'actions en 5 secondes, achetés et vendus. Le petit porteur n'a strictement aucune chance. Et je vous rappelle que pendant la guerre, les Américains étaient les premiers à refuser le paiement de la Banque de France ou même de la France libre, ou même à leurs cousins anglais. Ils ont exigé de la part des Anglais le paiement des munitions en lingots d'or. En lingots d'or. Alors que Franklin Roosevelt, en 1932 ou 1933, je ne sais plus, a saisi tout l'or des Américains. Le but ultime des Américains, c'est voler tout le stock d'or de la France. Voilà. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi il n'y a pas une coalition internationale contre les Américains pour se révolter et pour... D'une part parce que vous avez à peu près de 20 à 30% des députés de tous les pays, y compris la France, qui sont tenus par la CIA. Ils sont censés défendre les intérêts de la France, mais là aujourd'hui en l'occurrence, tous ces espions ne défendent que les intérêts des Américains. Et des intérêts qui sont en train de voler le pays littéralement. Comme ils ont volé l'Argentine en 2001. Oui bien sûr, d'ailleurs il y avait eu de nombreuses révoltes et on n'en a pas trop entendu parler d'ailleurs. Surtout pas. Ouais. Surtout pas. Pourquoi voulez-vous qu'on explique qu'un pays a fait faillite à cause de du fait que sa monnaie était accrochée au dollar? On ne pouvait plus retirer l'argent politiquement incorrect. Les Argentins ne pouvaient plus retirer leur du jour au argent lendemain des banques. Du jour au lendemain. Et c'est ce qui nous attend. C'est ce que je montre là-dedans. Non mais juste, si l'Argentine a été la seule à faire faillite en 2001, bientôt toute l'Europe ainsi que le reste du monde feront faillite. Tiens, nous avons quitté la démocratie telle qu'on l'a connue dans les années 70. On l'a quittée exactement dans les années 80, des années Wall Street. C'est ce que je montre dans ce livre. C'est ce que j'appelle la génération Alice Cooper, la génération de l'album Billion Dollar Babies ou de l'album Money de Pink Floyd ou de Randy Newman. It's Money That I Love. C'est très important. C'était annonciateur tout ça. C'était extraordinaire. Toute cette génération-là est au pouvoir à Wall Street aujourd'hui. Regardez qui sont les grands banquiers, les banquiers centraux. Le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre, c'est un type de la Goldman Sachs. Le gouverneur de la Banque centrale européenne, c'est un type de la Goldman Sachs. Donc, vous me demandez qui a le pouvoir? Je vous le dis, c'est Goldman Sachs. Goldman Sachs a même eu la peau de Blythe Masters. Blythe Masters était la seule à résister. On le voit maintenant avec le recul. Elle se battait pour la JP Morgan, mais la Goldman Sachs ne pouvait plus la supporter parce qu'elle lui faisait de l'ombre et surtout une concurrence absolument acharnée qui gênait ses plans. Aujourd'hui, Goldman Sachs pilote le monde avec la Fed. C'est tout. La crise financière française de 1788 à 1789, de 1789 à 1799. Il montre bien que les Français ont été infiniment plus malheureux après la révolution de 1789 qu'avant. C'est ça que ça montre, parce qu'il y avait la planche à billets. Et Napoléon est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la guerre à tous les pays, il a piqué tout leur or. Il a piqué l'or de tous les pays autour de la France, je vous rappelle. Non mais rien que ça. Et c'est comme ça que la France s'est relevée, avec l'or des autres pays. Et oui. Comment Hitler a relevé l'Allemagne après? Il est allé piquer l'or de tous les autres pays. Alors effectivement, l'Allemagne de 1941-42, elle était ultra puissante. Pourquoi? Parce que sa banque centrale était remplie d'or de tous les autres pays qu'ils ont pillés. Là où le roi Salomon, c'est le seul endroit où vous avez la description d'un système financier in extenso avec les entrées de taxes, d'impôts, etc. Et il explique, l'auteur explique qu'à la fin de chaque année, il restait au roi Salomon un excédent de 666 talents d'or, on va dire 666 lingots d'or. C'est l'équivalent de 3 tonnes, grosso modo, dans les histoires de poids à mesure de l'époque. Donc chaque année, il lui restait en bénéfice 3 tonnes d'or. C'est cool. Le mec, il avait son budget au cordeau, Salomon. Voilà, on disait riche comme Crésus avant, mais Salomon était antérieur. N'oubliez pas, il y avait Salomon Brothers, la banque, des frères Salomon, qui a explosé dans les années 80 suite à des fraudes massives. Est-ce qu'un putsch militaire est une solution ou pas du tout?
Oh bah, vous savez que j'étais un des premiers à dire de toute façon que seul un putsch militaire aujourd'hui peut sauver la France. Hein, ça fait 4 ans ou 5 ans que je le dis à la radio. Également sur ma revue de presse. J'ai posé cette question la semaine dernière à un général et il a dit non, mais on connaît la maxime de Machiavel, que pour être efficace, il faut cacher ses intentions. Donc, Oui, bon, enfin bon, moi je trouve que les militaires français sont timorés. En plus, là, ils sont littéralement émasculés. Hein. Moi, je suis effrayé du fait que les militaires français ne réagissent pas. Mais bon, peut-être qu'il en va ainsi. Vous savez, peut-être que. Vous savez, n'oubliez jamais, la Prusse était un grand pays. C'est pas moi qui dis ça, c'est Marie-France Garot qui donnait cet exemple. Et, je l'ai trouvé excellent. La Prusse était un grand pays. La Prusse s'est effritée avec Napoléon. Hein. Et aujourd'hui, la Prusse n'existe plus. C'est des pays qui ont été rayés de la carte. N'existent plus. Sumer était un pays immense. Ils ont inventé l'écriture. Il n'existe plus. et d'ailleurs, dans votre livre, vous dites que c'est une possibilité à ce que la France puisse disparaître. Et c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce que veulent les anglo-saxons. Et c'est ce que veulent les anglo-saxons. Les Américains ont toujours détesté historiquement la France. N'oubliez pas, la grande révolte, si vous voulez, de tuer le roi, si vous voulez, c'est quelque chose d'absolument impensable. C'est quelque chose... Et puis l'Empire français les a toujours dérangés. Il les a toujours dérangés. Les Français étaient toujours les empêcheurs de tourner en rond. C'est la fille aînée de l'Église. Ne l'oubliez pas. Qui sont les pays attaqués? Ce sont les pigs. Je reprends un terme des traders, je vous l'ai toujours dit. Portugal, Italie, Irlande, Grèce, Spain. Pigs. Hein, rajoutez la France. Hein, voilà. Les pigs. Pourquoi les pigs? Parce qu'ils ont les plus gros stocks d'or. Aussi. Donc ils font d'une pierre deux coups. Hein. Ils abattent des pays catholiques, ils le mettent en esclavage et ils piquent leur or. Voilà. Si je pouvais résumer tout mon livre, hein, ce serait ça. À cette phrase-là. Vous dites qu'ils sont de religion protestante, c'est bien ça? Ou judéo-protestante? Judéo-protestante, c'est pas un truc qui colle. Là, il y a une très grande différence, si vous voulez. Là, vous l'avez les protestants, en particulier ceux des États-Unis, considèrent, si vous voulez, que avoir de l'argent et de l'argent, plus vous êtes proche de Dieu, plus vous êtes riche. C'est pas du tout une approche française ou italienne ou espagnole. Hein. Parce que c'est pas du tout catholique. Lloyd Blankfeld avait une citation dans ce genre-là. Oui, enfin n'oubliez pas, Lloyd Blankfeld est juif, hein. Donc c'est lui, il parlait de son Dieu à lui. Hein, voilà. Donc c'est encore différent des protestants. Aujourd'hui, si vous voulez, Wall Street a réussi à se débarrasser en grande partie des grandes banques juives. Salomon Brothers a sauté, et surtout Lehman Brothers a sauté. Hein, voilà. Il n'y a plus que Goldman Sachs qui est là, mais même si vous voulez, aujourd'hui vous avez une majorité de banquiers protestants. Mais tout ceci, si vous voulez, c'est une... ils sont tous... Ce que vous voyez derrière, si vous voulez, c'est un combat pour la destruction des pigs, de la mise en esclavage des pays catholiques. Regardez quels sont les pays les plus endettés. Irlande, Portugal, Grèce. Bah ouais. En dehors de l'Europe, il y a le Japon, il y a les États-Unis. Le Japon est à la botte des États-Unis. N'oubliez jamais. Le Japon était vaincu par les États-Unis. D'accord ? Donc le Japon appartient aux États-Unis. N'oubliez pas, MacArthur, l'équipe de MacArthur a eu besoin de trouver, après les 2 explosions nucléaires, il leur fallait trouver la 3e lame. Hein. C'est comme les rasoirs, là. Vous voyez, la première lame, la 2e, puis la 3e. Hein. C'est niqué, indice niqué, si j'ose dire. C'est le cas de le dire. C'est que Hiroshima, Nagasaki, est la 3e lame qui a explosé tout le Japon, mentalement, hein. Mais c'est ce qu'ils voulaient. Ils ont forcé l'empereur à renoncer à sa divinité. Très important, ça. C'est une autre symbolique. C'est extrêmement, c'est comme si les Américains envahissaient l'Algérie ou la Tunisie ou n'importe quel pays musulman et leur disaient bon, alors maintenant le président de l'Algérie par exemple est forcé publiquement de dire Allah n'est pas un dieu, c'est juste une invention d'un chamelier, voilà, et moi en tant que président de l'Algérie ou de la Tunisie, je renonce à ma croyance à Allah. C'est exactement la même chose, il faut que vous compreniez ça. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'ils ont forcé à faire à l'empereur du Japon. C'est quand même énorme. Il y a très peu de gens qui connaissent ce genre de mais pour moi c'est pas de l'anecdote, c'est de l'histoire. Il faut toujours c'est Blind Masters qui dit toujours le diable se cache dans les détails. Bah, là je peux vous le dire que là vous le voyez en action. Hein.
Là, vous le voyez en action. Quand ils s'attaquent aux pays, aux pays catholiques à travers la dette et leur mise en esclavage, hein, c'est pas rien, c'est pas innocent. C'est tellement facile de mettre les gens en esclavage. Hein. Vous avez besoin d'un prêt pour vous acheter un appartement? Oh bah bougez pas, tiens, je vais mettre mon imprimante en marche et puis je vous voilà. Je crée de l'argent à partir de rien. C'est pas à partir du travail, c'est pas à partir de matières premières. C'est de la triche. C'est ce que dit Poutine. C'est vital de comprendre que les États-Unis ont une politique totalement criminelle. Et que quand l'Algérie ou la Tunisie ou tous les pays producteurs de pétrole acceptent d'être payés en dollars, mais ils sont complètement stupides. Ils devraient exiger des lingots d'or ou d'argent. C'est ce que Saddam Hussein avait voulu simplement se faire payer en euros et il s'est fait flinguer. Oui, mais bien sûr, parce que les Américains ont vu le danger. Mais là, Kadhafi, pareil, en dinars or, il s'est fait flinguer. Oui, non, il y avait autre chose. Hein. Il y avait vraiment autre chose. Hein. Il y avait vraiment autre chose. Mais l'invasion du Mali, c'était pas du tout innocent. L'invasion du Mali, là, les Français ont été les caniches des Américains, une fois de plus, puisque on a envahi le Mali. Pourquoi? Ils n'ont rien à foutre de trois, ils n'ont rien à tarter de quelques islamistes. Ce qu'ils voulaient faire, surtout, c'est protéger les mines d'or du Mali. Les mines d'or du Mali sont l'une des plus importantes d'Afrique, avec l'Afrique du Sud. Derrière tout ça, vous avez une seule chose. Donc ça veut dire qu'avec cet or, le Mali pouvait s'en sortir économiquement. Évidemment. Vous avez tout intérêt à maintenir tous ces pays en esclavage et leur piquer leur or. Ce qui est extraordinaire dans la pourriture, si vous voulez, de toutes ces politiques, c'est que, c'est ce que j'ai toujours dit, regardez la taille de l'ambassade américaine à Alger, en Tunisie, hein, en Égypte, etc. Et vous comprenez exactement quel est leur pouvoir. En parlant de l'Algérie, j'aimerais comprendre, comme c'est un pays où on va dire que la population ne roule pas sur l'or, c'est le cas de le dire. Comment se fait-il que ce pays, elle est très bonne. Comment se fait-il que ce pays prête 5 milliards de dollars au FMI? Qui? L'Algérie. L'an dernier, l'Algérie a prêté 5 milliards de dollars au FMI. Vous savez, il y a des accords, hein, il y a des accords, etc. Et malheureusement, l'Algérie est un des pays qui a été mis en esclavage, à mon sens. Hein. Les Algériens, les Tunisiens, etc. En fait, tous ces pays sont esclaves indirects des Américains. Et ça me fait franchement doucement rigoler quand je les vois en train de, vous savez, de machin. Viva l'Algérie! Viva l'Algérie! En fait, ils sont tous esclaves monétaires des Américains. Hein. Si simplement la Tunisie ou l'Algérie ou le Maroc disaient voilà, nous on revient, notre monnaie va être adossée à l'or, hein, là je peux vous dire que les Américains tout de suite vous aurez un coup d'État. Hein. Tout de suite. Comme en Libye, un truc dans le genre, ou en Syrie, ou un truc dans le genre. Au Liban. Le meilleur exemple, c'est le Liban. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre. Bah, bien sûr, pour moi, le plus grand exemple, c'est le Liban. Hein, le Liban était quand les Américains sont sortis du Standard Or en 71, il restait un pays majeur, enfin deux, qui étaient au Standard Or, c'était le Liban, bien sûr, la Suisse, mais surtout le Liban. Et le Liban attirait toutes les richesses de l'Afrique. Hein. Le Liban est surnommé la Suisse du Moyen-Orient. Bien sûr. Pourquoi? Parce que la livre libanaise était échangeable contre des lingots d'or. Tout simplement. La CIA est la plus grosse lessiveuse connue du Liban, c'était le casino de Beyrouth. Le casino de Beyrouth, moi j'ai retrouvé les mémoires de je ne sais plus quelle agence secrète de la CIA qui racontent leur opération, comment ils ont racheté le casino de Beyrouth avec, vous savez, avec des sociétés écrans, avec 3 ou 4 sociétés écrans, et ensuite ils l'ont mis en faillite. En règle, normal. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez eu? Hein, une guerre entre chrétiens et musulmans. Mais cette guerre de chrétiens et musulmans, c'était en fait pour empêcher, pour détruire la monnaie libanaise, pour que le dollar soit le seul Uberless. Et je peux vous dire que le sang de tous ces innocents qui sont morts à cause de cette pourriture criminelle qu'est le dollar, eh bien ce sang va retomber sur les États-Unis. Je crois prodigieusement et profondément à ce genre de choses. D'ailleurs, dans ce qui s'est passé au Liban, vous parlez également du Mossad. Bah oui. Bah, le Mossad a toujours aidé les États-Unis. Hein. C'est pas nouveau. Hein. Donc, quels étaient les intérêts israéliens dans tout ça? Les intérêts des Israéliens et des Américains sont toujours les mêmes, vous le savez très bien. Hein. Israël n'existerait pas si les États-Unis n'étaient pas là derrière. Hein. C'est aussi bête que ça.
Aujourd'hui, et c'est vrai que quand je parle de la Banque du Japon, j'oublie toujours de mentionner la Banque d'Israël. Hein, parce que alors, dans le genre coup tordu, celle-là, elle est pas mal non plus. Quel genre de coup tordu Tout ce qui est coup tordu, si vous voulez, pour organiser, par exemple, pour que des députés votent des lois, hein, qui sont vraiment pro-américaines ou pro-dollar ou même des lois économiques, hein, quand ce n'est pas les Américains qui s'y collent, c'est effectivement le Mossad qui s'y colle. Les services sont très liés, vous le savez bien, on l'a vu, on a cette fameuse vidéo des 4 agents du Mossad qui s'étaient postés pour le 11 septembre hein, et qui hurlaient de joie quand ils ont... Genre, c'est extraordinaire, les mecs, comment savaient-ils qu'il y a quelque chose allait se passer là? C'est fascinant quand même. Moi, je trouve ça merveilleux. C'est surprenant. Surprenant. Aujourd'hui, le dernier pays qui reste, c'est la Suisse. Et ils ont réussi à dézinguer les réserves d'or suisses. Ça aussi, c'est un des chapitres majeurs du livre. Comment ils ont dépouillé, la Suisse de leur or, et 2, comment ils ont amené les députés suisses à voter des lois pour... parce qu'auparavant, la Banque centrale suisse était obligée, jusqu'en 1982 ou 4, je sais plus, elle était obligée d'avoir 40% de couverture or de sa monnaie. Hein. Voilà, si vous aviez 100 milliards de francs suisses, hein, je dis comme ça au pif, 100 milliards de francs suisses en circulation, la Banque centrale était obligée d'avoir 40% de cette valeur en or dans ses coffres. Voilà. Et bien figurez-vous que ils ont supprimé la couverture or du franc suisse. C'est quand même absolument hallucinant. Par les ventes notamment de la France, quand Sarkozy a vendu 600 tonnes, ça a permis, si vous voulez, au cours de l'or de rester très bas et au dollar, du coup, de rester très haut. Hein, puisque toute montée de l'or indique une perte de confiance dans le dollar. C'est comme ça que vous devez le voir. L'or monte, la confiance dans le dollar descend. Et une monnaie papier ne tient qu'à la confiance que vous avez dedans. L'or, ça marche toujours. Hein, les pilotes de chasse américains, quand ils sont en mission sur des territoires étrangers, ce qui est le cas pour la plupart du temps, dans leur porte-monnaie de survie, ils n'ont pas de billets, hein, ils ont pas de dollars, ils ont juste que des pièces d'or. Hein. Non, mais c'est pas rien ça, hein. C'est tout un symbole militaire. Dès qu'on touche à l'or, vous touchez au truc le plus important. Hein. Et surtout, il ne faut pas que vous vous occupiez de ça. Ça c'est beaucoup plus important qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des attentats musulmans, islamistes, machin, à gauche, à droite, en haut, en bas. Oui. Tous les écrans médias sont occupés par ce genre de conneries. Pendant ce temps-là, eux, ils font leur business tranquille. Hein, c'est la technique. C'est la véritable technique. Aujourd'hui, le dollar, intrinsèquement par rapport à sa valeur de 1 dollar en 1913, aujourd'hui, en 2014, fin 2014, il ne vaut plus que 4 centimes, 4 cents. 4 cents. Voilà de la valeur du dollar. C'est une planche à billets. Et je pense que même 4 cents, c'est trop. Temps de Néron, de l'empereur Néron, avec une pièce d'or, vous pouvez vous acheter, vous offrir une très belle toge en lin. Hein, parce qu'à l'époque, ils portaient des toges hein, avec des trucs là sur l'épaule, hein, rouge, pour bien montrer que vous étiez d'un rang supérieur, etc. Voilà. Donc pour une pièce d'or, vous avez une toge. Hein, pas mal. Aujourd'hui, avec une pièce d'or, vous avez un costume toujours, hein, sans parler des costumes chinois. Alors que le dollar de 1913 n'a absolument pas la même valeur qu'aujourd'hui. Donc vous voyez que l'or est intemporel. L'or est intemporel. La monnaie papier finit par mourir. C'est systématique. 100% de taux d'échec. Aucun système monétaire reposant sur une monnaie purement papier n'a réussi. Zéro, nada. Aucune. L'euro, grosso modo, est toujours maintenu artificiellement supérieur au dollar pour permettre aux Américains de vendre plus que nous. Hein. Le patron d'Airbus est toujours plein de ça. Faut jamais l'oublier. C'est une création des Américains. Hein, l'euro, c'est pas... voilà. Et nous sommes en train de nous vider littéralement de nos richesses au profit de ces... je le dis toujours, au profit de seules multinationales et banques américaines. Et à un moment donné, si vous voulez, si c'est pas les politiques, c'est le peuple qui va finir par se révolter. Mais le peuple va finir par tout emporter. Les politiques, les médias, etc. Ça va être un bain de sang et qui va tout raser. Moi, quand je pense, j'ai des lecteurs algériens qui me suivent. Et ils me disent, ah, monsieur, mais vous le savez pas, mais en Algérie, on n'a pas le droit d'avoir de carte de crédit. Waouh.
Là, je tombe des nues, je savais même pas que c'était possible. Ouais, encore principalement, de nos il jours. n'y a que du liquide en fait. Oui, non, mais 99%, c'est on du voit liquide. que les banques empêchent, on voit que les banques contrôlent de manière vitale et veulent empêcher, ne veulent pas donner une liberté monétaire à leurs citoyens, ce que je trouve absolument scandaleux. Il n'y a pas plus de liberté dans le liquide que dans une carte de crédit? Bah, attendez, n'oubliez pas. C'est marrant, votre remarque est intéressante à différents niveaux. Pourquoi pendant très longtemps les gens n'avaient que des pièces d'or et des pièces d'argent, d'accord. Et puis à un moment donné, si vous voulez, le billet de banque a été inventé justement pour permettre aux gens de ne plus avoir à se trimballer avec des pièces d'or, hein. L'or est 19 fois plus lourd que l'eau. Faut le savoir, hein. Donc c'était juste c'était un billet de banque qui était le dollar à sa base, il était échangeable contre des pièces d'or ou des pièces d'argent. C'était juste un truc pratique pour vous éviter d'avoir du poids dans vos poches, hein, de vous balader avec 2 kilos de monnaie, hein, grosso modo. C'est une caricature. La carte de crédit, l'invention de la carte de crédit, c'était pour vous éviter justement d'avoir à vous transporter avec un porte-monnaie. Moi, je me souviens, en Yougoslavie, les serveuses avaient leur porte-monnaie. C'était plus notre porte-monnaie, c'était un accordéon. Hein, parce qu'à l'époque, il y avait l'inflation en Yougoslave, c'était à coût de 500 milliards. Donc, elle avait un porte-monnaie, la serveuse. Et c'était ça. Puis alors, vous avez tous les billets rangés, etc. Je veux dire, juste pour payer un resto, vous mettiez ça de billets. Hein, au Japon, c'est pareil. Hein, avec les yens, et vous êtes à 500 000 yens, 800 000 yens, 1 million de yens, c'est juste, je sais plus, de 100 euros ou 200 euros, enfin, grosso modo. Donc, c'est une question de pratique. Et donc, la carte de crédit vous permettait de ne pas avoir vous n'êtes pas obligé de vous transporter 4 000 euros sur vous. Vous comprenez, vous payez avec votre carte, tout bêtement. Hein. C'est toujours une question pratique. Oui, mais vous êtes fiché, votre banque. Mais attendez, mais comment ont fait vos ancêtres? Mais je vous signale que le standard or était en vigueur jusqu'en 1971. Comment ont fait vos ancêtres? Comment ont fait vos ancêtres? Votre grand-père, comment il a fait avec ses pièces d'or et ses pièces d'argent? Vous vous avez jamais posé la question? Il a survécu. Il a eu sa vie. Oui, mais vous avez moins de liberté avec une carte de crédit qu'avec du liquide. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Non mais attendez, je suis pas totalement idiot. Hein. Vous avez plus de liberté, oui et non. Moi j'estime que la carte de crédit m'a donné beaucoup plus de liberté parce que quand je voyageais, j'ai 30 ans de reportage derrière moi, croyez-moi que c'était beaucoup plus simple si vous voulez d'avoir une carte de crédit sur soi et si vous la perdiez ça a été remplacé. Maintenant on est parti, si vous voulez, tout système donne son excès. Hein. Maintenant vous êtes limité, maintenant c'est l'inverse. Si vous voulez, cette liberté que les cartes de crédit nous ont donnée nous est enlevée systématiquement jusqu'à devenir un truc qui nous emprisonne, effectivement. C'est ce que j'ai montré dans le livre. C'est parce que les banques nous ont volé la démocratie. J'ai le souvenir de vous avoir dit ça il y a 2 ans et demi, ça n'a pas changé. Hein. Et donc elles se servent, elles nous mettent en esclavage. Et elles se servent de ça. Donc le fait de... Je ne sais pas si vous vous sentirez mieux à vous promener dans la rue si vous promenez avec 5 000 euros dans votre porte-monnaie. Je crois pas. je ne crois pas. Mais en même temps, on sera peut-être contraint à y venir. Mais vous avez vu qu'ils ont voté toutes les lois pour nous empêcher de payer plus de... Je sais plus maintenant. Même vos impôts, vous êtes limité à 300 euros en liquide. Le reste, vous êtes obligé de le payer en carte de crédit ou en chèque. Ou en virement. Je vous signale qu'Israël veut être le premier pays à devenir une société sans liquide. C'est tout en carte de crédit. Tout, absolument tout. C'est pas par hasard que Israël veut être le premier pays. C'est parce que il est aux avant-gardes de ce que veulent la Fed. Il y a toujours 2 pays qui étaient en avance, Israël et la Suède. Et dans ce rayon-là, en ce qui concerne la monétique, j'en connais rien. C'est techniquement, si vous voulez, j'ai toujours vu la Suède et Israël. La carte à puce, par exemple, la puce que nous avons en France, elle est arrivée que 15 ans plus tard aux États-Unis. Nous avons encore des banques qui émettent des cartes de crédit sans carte à puce. Hein. Ça a été inventé par un Français. Oui, mais elles sont toujours aux pistes T1, T2, T3 qui sont derrière. Donc on est en avance en fichage en France, sur les États-Unis ou pas du tout? Ah bah de toute façon, vous savez, le fichage n'a pu venir qu'avec quand la carte Visa et les systèmes de communication Visa de 1975 ou de 1980 ne sont absolument pas les mêmes
marques aujourd'hui, mais avec les télécoms. C'est l'interconnexion des données. C'est le pouvoir de gérer des bases de données de plusieurs centaines de millions et de vous donner un résultat en une seconde. Hein, et surtout que vous soyez au Japon, que vous fassiez un achat à Tokyo ou à Pékin, en une seconde, elle vient chercher l'autorisation du Crédit Agricole ou de la Société Générale. Ça, c'était pas possible il y a 10 ans ou 15 ans. Vous voyez, c'est l'informatique et les télécoms, la progression surtout toutes les fibres optiques qui ont permis de faire ça. Hein. Je le rappelle, parce que n'oubliez pas, vous n'avez peut-être pas connu ça parce que vous êtes trop jeune, mais moi j'ai connu la carte bleue avec le fer à repasser. Hein, vous avez un fer à repasser, le type il mettait une sorte de papier calque carbone pardon, avec trois papiers, il en gardait un, il vous en donnait un, il a envoyé le troisième à la banque. Et il n'y avait pas de communication avec, il n'y a pas de demande d'autorisation. Et maintenant on peut payer avec le iPhone 6. Et voilà, et donc c'est une mise en esclavage globale, si vous voulez, avec des systèmes de paiement déportés sur le téléphone. Je trouve ça extrêmement dangereux, pour ma part. Pour nos libertés. Et pour... Totalement, hyper dangereux. Hyper dangereux, totalement dangereux. Comme tous ces produits sont américains, Apple... Le patron de Nokia a été payé, j'ai même vu passer des articles où il était accusé de haute trahison par les Finnois. Parce qu'il a tout fait pour exploser Nokia afin que Microsoft puisse le racheter pour une poignée de cerises. C'est pas par hasard. Nokia a été le seul fabricant autonome européen. N'oubliez jamais ça. C'est fini, il est passé entre les mains de Microsoft. L'histoire de Nokia est éloquente. Stefan Elop, qui était le patron de Nokia, a été... moi j'ai vu passer des articles dans la presse finnoise et dans la presse allemande, etc., en disant c'était un vendu, qu'il a tout fait pour casser Nokia justement et pour que ce soit emporté pour une bouchée de pain par Microsoft, ce qui a empêché les Européens d'avoir un fabricant de télécom à eux, de téléphone. Aujourd'hui, l'Europe n'a plus de fabricant de téléphone. Sagem n'est pas... il n'est pas sérieux. C'est pas un fabricant de téléphone pour moi. C'est du gadget. Donc aujourd'hui, il n'y a que les concurrents coréens, Samsung oui, chinois surtout. Chinois, Lenovo fabrique des téléphones chinois. Les Chinois sont très forts et ils progressent d'une façon radicale, à une toute vitesse. Les Japonais, mais les Japonais se nient à beaucoup de mal. Enfin, toujours est-il pour vous dire, si vous voulez, c'est enlever aux Européens un outil d'indépendance. La monnaie, la monnaie est un instrument de communication. Hein. C'est un instrument qui permet aux gens d'échanger des idées. Hein. De la même façon qu'un téléphone permet d'échanger une conversation. C'est un média, la monnaie. Et je pense que c'est l'heure pour les pays... parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Et parce qu'ils sont francophones. En Égypte, oui, bien sûr. Je sais, et je les encourage à s'intéresser à la politique monétaire de leur pays, hein, à bien fouiller, hein, et surtout ne pas écouter tous les universitaires qui pérorent. N'oubliez jamais que les profs d'université sont nommés par le gouvernement. Hein, bon, voilà. Donc ils vont certainement pas vous parler d'or. Hein, ils vont vous parler des mêmes conneries de Friedman et de Keynes. Parce que toutes ces personnes-là qui vont s'intéresser au programme monétaire de leur pays pourront le relever. Hein, parce qu'à un moment donné ou à un autre, on va revenir au standard or. Donc c'est très important pour eux d'établir le stock d'or de leur pays et de savoir où il est. Hein. Je dis que le stock d'or des Tunisiens, je crois que c'est des Tunisiens, n'est plus, la majorité n'est pas dans leur capitale. Elle est à Londres. Hein, elle est à Londres. C'est extraordinaire. Vous avez fait un classement et le premier pays africain, c'est l'Algérie en termes de stock d'or, avec 173 tonnes. Il est stocké où cet or je pense que je me souviens un peu précisément pour l'Algérie, mais comme pour tous les pays, il est soit à New York, soit à Londres. Ah, il est pas en Algérie? Non. Voici, il doit avoir peut-être une tonne ou deux. Hein, voilà. Sur 173. Non, mais voilà, c'est dans le genre, les visiteurs, on vous laisse un lingot. Hein, c'est pour le personnel. Hein, vous savez, comme au casino, pour le personnel. Voilà. Et puis, ils vous ont tout volé. Non, mais que les spectateurs algériens, tunisiens, marocains regardent bien leur stock d'or, qu'ils demandent bien à leur politique des comptes sur l'emplacement, où est leur or, combien il y a, et surtout où il est stocké. Et en France, il est stocké où? À la Banque de France? À la Banque de France. Mais il y a une partie qui est à la Banque qui est à New York. Par exemple, là, aujourd'hui, il reste combien? 2400 tonnes, c'est ça? La majorité est en France.
La majorité est en France. Contrairement aux autres pays où la majorité est, ou la moitié ou la majorité est D'ailleurs, soit à New York, soit à Londres. c'est ce que vous dites dans votre livre, où vous dites par exemple que certains pays ont voulu récupérer leur or, comme l'Allemagne, et ils se sont aperçus que. Bah, les Américains ne voulaient pas le rendre, ils les avaient pas. Et c'était pas la même valeur. Et d'ailleurs, vous vulgarisez la scène en disant que c'était comme si c'était C'était de l'or, et c'était de l'or Leclerc. Ou... Oui. Vous avez vous achetez un lingot 24 carats qui vient de chez Cartier, hein, et puis le mec, le mec vous lui donnez à garder, et puis le mec il vous rend un or qui vient de chez Auchan, hein, et qui est à 18 carats ou à 14 carats. Et en très petite quantité, c'est pas la. Voilà, non, mais directement. les États-Unis mènent une escroquerie absolument phénoménale du monde. À l'instant même où on se parle, ils sont en train de voler tous les pays du monde. Voilà. Et c'est le dollar américain qui est aujourd'hui un crime. C'est un crime. C'est comme les assignats des révolutionnaires. Ça ne peut que se terminer par l'arrivée d'une dictature. Parce que tout planche à billets amène une dictature.